Pierre a raconté aussi ce qui était arrivé à Didas, qui était parti avec lui, et qui, lui, n'est pas revenu. Dans le camp, l'histoire de l'arrestation de Didas s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle confirmait les pires nouvelles colportées par les radios. Quand on écoute Daniel, l'un des responsables du camp, on mesure la profondeur du fossé qui sépare ces réfugiés, coupables ou innocents, des autorités de Kigali. Vraiment, je me remercie ce monsieur qui serait allé, il a eu courage. Il a eu courage d'y aller. Mais la plupart de nous, plus de 99%, ne pourront jamais y aller. Puisque nous savons que nous pouvons rencontrer des difficultés. Ceux qui se sentent innocents, ils pourront peut-être y aller. Ceux qui auront courage comme lui. Mais moi, je n'irai plus avant que la situation change. Mais ça, vous voulez dire que il n'y a peut-être pas beaucoup qui se sentent vraiment innocents. C'est difficile de se sentir innocent, c'est ça? Si longtemps qu'on est Hutu, être innocent devant un Tutsi, c'est un péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Puisqu'on dit que tout Hutu est un tueur, est un génocide, et quelqu'un qui a fait le génocide. Alors si on parle à la radio, que je m'engage, alors je sacrifierai ma vie. Vous savez que le gouvernement rwandais actuel dit qu'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas de réconciliation, c'est que justement, vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu un génocide. Que s'il y avait une reconnaissance du génocide, il pourrait y avoir un pardon et une réconciliation. Alors, un Tutsi pardonné et Hutu, c'est souveraineté de plus. Pourquoi ne pas un Hutu pardonner un Tutsi? Alors, c'est souveraineté davantage grâce au physique qu'ils ont. Mais par conséquent, ce n'est pas nous qui avons péché. Ce sont eux qui ont créé la guerre. Avec la guerre, ils ont créé la zizanie. Avec la zizanie, ils ont tué le président. Et comme ça, avec cette zizanie, les deux ethnies se sont éclatées. Ils se sont combattus entre eux. Donc c'est une guerre ethnique. Par conséquent, pourquoi nous pardonner? Et dire que nous devons être pardonnés par eux. Et ils ont tué nos enfants, nos mères, nos pères, et toutes les personnes qui nous sont chères. Et comme quelques-uns de nous ont tué les rêves. Alors il fallait que nous mettions à la table, que nous puissions discuter, mais dire que nous autres, nous devons demander pardon. Pourquoi elles ne peuvent pas nous demander pardon? Pour la guerre, certainement. Et puis alors, après, il y a eu le génocide. C'est ça, ça vous dites qu'il n'y a pas eu? Pas de génocide. Il y a eu la guerre civile entre Hutu et Tutsi. La famille de Didas ne vit pas dans le camp, mais à Goma, à 25 km de là, et depuis son arrestation, elle est sans ressources. Dans le camp, la vie de la femme de Didas est menacée parce qu'elle est Tutsi. Elle ne pouvait pas vivre avec lui. Cette situation familiale difficile a pu pousser Didas à courir des risques. On a vu que les gens criaient en disant que c'était quelqu'un qui était responsable de la mort des gens. Non, ça, ce n'est pas juste parce qu'on vivait avec papa pendant la guerre. Donc, pendant la guerre, donc tous les gens ils sont obligés d'aller aux barrières pour la sécurité de la quartier. Ça, c'est sûr. Tout le monde était obligé d'y aller. Peut-être c'est à cause de nos biens, la maison, les champs. Donc, c'est pour cela peut-être elle était arrêtée. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui qui vivent dans nos biens. Vous savez qui? Bon. Donc, comme la nouvelle, on dit que les maisons sont occupées. Donc, on pense que peut-être c'est les gens qui vivent dans la maison qui ont organisé ces obstacles. Elle n'a jamais tué ni personne. Oh, parce que nous, on cachait les gens. Je ne comprends pas comment alors. C'est ça qu'on nous demande. Et vous savez, on disait que quand il y a eu le génocide, les maris Hutus étaient forcés aussi de tuer leurs femmes Tutsi. Que ça arrivait. Voilà alors pourquoi papa n'avait pas tué maman. C'est que papa vraiment n'a jamais assisté là où tuer les gens. Donc,
Vraiment, parce qu'on disait que les gens, pour les internes, me demandaient au mari pour qu'il tue les femmes. Mais papa, vraiment, il a bien gardé maman. Ils sont venus ensemble aussi aux Zaïre. Moi, retourner au Rwanda, vous voyez qu'on considère mon mari comme un génocideur. Je ne peux déjà pas aller au camp, car on me prend pour une Tutsi. Et d'ailleurs, je n'y ai reçu aucune aide. Quelques jours plus tard, au Rwanda, nous allons retrouver Didas parmi des milliers de détenus. Chaque semaine, entre 500 et 700 personnes sont arrêtées au Rwanda. 4 dénonciations suffisent pour faire emprisonner quelqu'un. Pour tuer des centaines de milliers de personnes, il a fallu beaucoup de meneurs, d'exécuteurs, de délateurs. Les tribunaux auront du mal à juger. Les barrières, dont parlent tous les Rwandais, étaient des barrages destinés à filtrer la population. Les Tutsis étaient tués sur place. Nous sommes dans le bureau du directeur de la prison pour un entretien sous haute surveillance avec Didas. Vos enfants nous ont dit que vous avez été sur les barrières. Et vous pouvez expliquer pourquoi? Le problème de barrière, il était en fait que c'était une sécurité administrative. Donc administrativement, on nous avait demandé de surveiller les chemins ou les sentiers qui entraient chez nous, qui entraient dans le quartier. Et ça voulait dire quoi, protéger le quartier, puisque presque tout le monde est mort? Tout le monde n'est pas mort. Nous étions là. Nous nous protégions nous-mêmes, avec les enfants, les familles, etc. Donc les hommes passaient la nuit à l'extérieur, tandis que les enfants et les femmes passaient la nuit dans les maisons. Les gens qui sont dans les camps, au Zaïre par exemple, ils ne veulent pas qu'on dise qu'il y a eu un génocide. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Moi, je ne sais pas à cette réponse. Je ne suis pas à la portée des politiciens pour dire qu'il y a eu des génocides ou autres. Je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas définir le génocide. C'est la volonté de tuer toute une ethnie. C'est ça. C'était la volonté de tuer tous les Tutsis. C'est ça la définition du mot génocide. Et en tout cas, moi, je n'ai pas conçu comme ça. Ça c'est en fait, pendant toute la guerre, je pense que la population n'a pas pensé à tuer les Tutsis. Mais que par après à la mort du président Habyarimana, moi je crois qu'un groupe de gens de Sakou ont décidé d'éliminer les Tutsis et ont lancé peut-être l'idée de la population. Mais avant, ce problème n'existait pas. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, alors, de cette idée de tuer tous les Tutsis? C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé personne individuellement dire qu'il faut tuer les Tutsis. Mais on est parti sur les faits. Donc le fait que, disons, le fait que les GP, par exemple, descendaient dans le quartier et qui tuaient les gens, on voyait ce qui se passe, ils sélectionnaient déjà. Et, par exemple, on allait à côté des maisons pour voir ce qu'ils font, on le voyait, mais nous, on ne pouvait rien faire. Pourquoi Didas est-il revenu à Kigali? Le mystère reste entier. Dans son quartier, 10 témoignages l'accusent. Parmi ceux-ci, celui de son ancien voisin, un rescapé du génocide. Donc ici, c'est la maison de Didas. La maison suivante, c'est là où j'habitais. L'autre maison, c'est la maison d'un autre fonctionnaire de la Banque nationale du Rwanda,
qui s'appelait Tertullien. Donc moi j'habitais juste ici, au milieu. Ici c'est chez Didas, là c'était chez moi. Donc moi je les ai vus arriver, deux militaires de Didas qui étaient un peu devant. Et lorsque je les ai vus, j'ai dit aux deux personnes avec qui j'étais, j'ai dit c'est fini. Alors lui, il est arrivé là, et comme il commençait à taper sur la porte, il leur a dit, les messieurs, ils sont là-dedans, je les ai vus moi-même. Donc il était debout là. Et par ici, je me souviens très bien. Donc par ici exactement. Maintenant, disons, l'arbre, la nature a un peu pris là-dessus, mais dans le temps, il y avait une petite brèche. Et je suis sorti par là. Je me suis dirigé vers le ravin là. Et pour arriver à la mosquée, j'ai continuellement rampé dans le ravin jusqu'à la mosquée. Ça m'a pris, vous voyez, il y a à peine 150 mètres, mais ça m'a pris 2 heures. Vous êtes avocat, est-ce que vous pensez que tous les gens qui sont aujourd'hui dans les prisons vont avoir droit à un avocat et éventuellement est-ce que vous allez peut-être être amené à défendre des gens qui ont commis ou des massacres ou des dénonciations ou des exactions? Moi je pense que c'est un principe constitutionnel qu'on ne pourrait pas leur dénier. Ils auront droit aux avocats, peut-être les avocats qui sont rescapés, ils auront peut-être difficile à les défendre, mais ils peuvent avoir recours à d'autres avocats. C'est ça. Vous ne voulez pas défendre ces gens-là? Non, moi, jusqu'à présent, moi, je ne me prononce pas. Mais disons, je dis que c'est difficile. Parce que normalement, pour défendre une cause, il faut y croire. Il ne faudrait pas que je dise que je vais défendre la personne, alors que moi-même, j'ai été victime, disons, des exactions qu'elle aurait commises. Alors là, c'est ce que je dis toujours. Il faudrait que je croie à son innocence pour que je puisse la défendre. Mais s'il y a doute, donc on aimerait que, tant que c'est possible, que ces gens, disons, que la justice s'en occupe. Mais sinon, on a un sentiment d'impunité. C'est difficile, quoi. C'est dans le camp de Katale, à bonne distance de Kaindo, que Pierre nous avait part de sa décision de quitter les camps et de rentrer au Rwanda dès que sa maison sera libérée. Il nous a parlé à l'abri des regards, loin des oreilles indiscrètes des autres réfugiés. Si vous voulez partir et rentrer au Rwanda, on ne peut pas dire à personne. On le dit un jour avant que vous partez. Sinon, on va vous menacer. C'est pourquoi je ne peux pas dire à quelqu'un que je dois retourner. Oui. On peut même être tué? Oui, on peut même être tué. Parce qu'ils ne sont pas contents de voir les hommes qui retournent au Rwanda. Donc les réfugiés n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent sincèrement? Ils ont le droit de le dire, mais il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'on retourne au Rwanda. Et ce sont les membres du RDR, les membres de l'ancien pouvoir? Non, ce n'est pas les membres du RDR. Après la guerre, et ceux qui ont participé dans les tueries, ne veut pas qu'ils restent seuls. Chaque matin de la semaine, à l'entrée des camps, des soldats aérois protègent les candidats au départ. Il n'y a qu'une trentaine de départs par jour, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Les hommes jeunes ne partent pas. Dans quelques jours, Pierre s'en ira avec sa famille.
Pierre ne croit pas que sa sécurité sera assurée au Rwanda, mais il veut retrouver le pays de ses ancêtres, le pays des Hutus et des Tutsis.